Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Aujourd'hui, c'est le regard croisé avec moi-même et David Santarossa, essayiste et enseignant à la TELUC et auteur du livre La pensée woke, analyse critique d'une idéologie et co-créateur du balado Magnum Opus. Il faut mentionner qu'Amanda Fakii, notre collaboratrice habituelle, oui, pardon, est absente aujourd'hui, donc ça sera moi-même avec David. David Santarossa, bonjour. Bonjour. Mathieu Bock-Côté a fait parler de lui sur les réseaux sociaux après son passage à Tout le monde en parle. Bon, il est entré dans un environnement qui lui est naturellement hostile, disons, mais il s'est très bien débrouillé, a réussi à marquer des points, si on peut dire, au point où, comme je l'ai dit, les médias sociaux se sont enflammés un peu avec différents mimes qui faisaient son éloge, si on peut dire. David Sotorassa, qu'avez-vous pensé du passage de Mathieu Bock-Côté à Tout le monde en parle ce dimanche? Ben, oui, c'est ça, faut le dire, c'est vraiment devenu viral, même à l'extérieur des cercles intellectuels, on va le dire comme ça, donc dans des pages de mèmes, par exemple, sur Facebook ou TikTok encore. Donc ça circule énormément. Et on peut se poser la question, hein, à chaque fois que Mathieu Bocoté va, tout le monde en parle, ça crée, ça fait réagir. Et pourquoi? Ben, on a l'impression, il faut bien le dire, que à tout le monde en parle, à Radio-Canada, la diversité d'opinions, c'est pas leur force, on va le dire comme ça. Une pensée un peu plus conservatrice et j'ai envie de dire plus conservatrice. Ce que Mathieu Bocoté disait dimanche soir, à tout le monde en parle, c'est que euh, l'immigration, il y en a trop. C'est pas une position de principe anti-immigration, c'est tout simplement l'idée que la question du nombre est importante et là, il y en a trop. Soit dit en passant, même des gens comme Mark Carney disent ça aujourd'hui. Donc, on est loin d'une position vraiment conservatrice de principe, là. C'est-à-dire, oui, Mathieu Bocoté est un conservateur, mais j'ai l'impression que c'est une position qui ratisse beaucoup plus large que ça. Et on essaie de présenter ça comme quelque chose de radical ou non, alors que ça représente à l'heure actuelle le gros bon sens. Mais dans la tour d'ivoire radio-canadienne, on a l'impression que qu'on on tombe des nues en apprenant que des gens oseraient dire qu'il y a trop d'immigrants, que l'immigration est incontrôlable à l'heure actuelle au Canada, alors que ça semble couler de source pour beaucoup, beaucoup de gens, là. Oui, ce qui m'a semblé particulièrement pertinent et révélateur, c'est que Mathieu Bock-Côté a osé parler bon, d'immigration, bien sûr, mais il a parlé de la disparition. Là, je crois qu'il a utilisé le terme disparaître en parlant d'un certain documentaire à la fin des années 80, début 90, je me rappelle bien. Et donc, il a mentionné le fait que les Québécois, on va dire ici de souche, là, sont ou deviennent rapidement minoritaires, non seulement à Montréal, dans la grande région de Montréal, mais dans le Québec en entier, tôt ou tard, grâce ou en résultant, si on peut dire, des taux d'immigration, des seuils d'immigration extrêmement élevés des dernières années, des dernières décennies. Et c'est ce qui a été, je crois, révélateur, qui est le fait qu'il a mentionné que les Québécois pourraient devenir très minoritaires chez eux, justement, et que ce serait, bon, pas une bonne chose. Et le moment qui m'a semblé clé, c'est quand il a posé la question à Guy Lepage en lui disant avez-vous peur de disparaître ou est-ce que ça vous fait peur de potentiellement en disparaître? Et on a vu que Guy Lepage a hésité. Il y a eu un flou. J'ai cru qu'il voulait dire ou non, ça me dérange pas de disparaître en tant que peuple. Et là, il s'est repris et est sorti une espèce de non-réponse. Donc, ça m'a semblé être l'élément le plus révélateur, justement, là, du passage de Mathieu Bock-Côté à Tout le monde en parle ce dimanche. Ouais, absolument. Et vous le dites que c'est une peur qui existe depuis des décennies, voire des siècles, là. C'est-à-dire la peur de disparaître, la peur de... Évidemment, ici, le mot disparaître est peut-être un peu fort, mais on comprend que c'est l'idée d'une mise en minorité progressive jusqu'à quelque chose comme une louisianisation et que finalement, c'est une culture, même si on a beaucoup de respect pour les francophones du reste du Canada et pour les francophones en Louisiane, ce n'est pas une situation enviable et ce n'est pas ce vers quoi nous aspirons collectivement. Donc, je pense pas que c'est mal de dire ça, loin de là. Je pense que c'est même, ça fait partie de l'état d'esprit de beaucoup de gens. Et c'est l'impression que j'ai aussi que, à force que cette pensée-là ne se fasse pas entendre et que, au contraire, on la méprise, eh bien, ça fait tellement du bien. Il y a quelque chose de cathartique là-dedans lorsqu'on voit un Mathieu Bocoté qui est devant ces personnes-là qui ont beaucoup de mépris, faut-il le souligner, pour la position de Mathieu Bocoté et pour la position de beaucoup de Québécois, et j'aurais même envie de dire une majorité de Québécois qui pensent grosso modo cette idée-là. Donc oui, ça fait du bien, là, c'est comme je le dis, c'est cathartique, là, cathartique, pardon, comme scène.
Ben justement, parlons du rapport du commissaire de la langue française signé par Benoît Dubreuil. Je rappellerai aux gens là, que vous pouvez consulter ces études, la première étant intitulée La représentation linguistique et identitaire des jeunes issus de l'immigration, publiée le 10 novembre, et la deuxième étude intitulée La mixité dans les milieux de vie selon le groupe linguistique et la génération d'immigration, également publiée le 10 novembre. Sur le site commissaire langue française.québec, vous trouverez ceci. Et quand je dis que c'est lié à notre dernier sujet, c'est, bon, je vais vous donner mes propres impressions sur ma lecture des deux rapports en question et je résumerai la chose. Les rapports sont longs et complexes, donc il y a plusieurs conclusions à en tirer, ou du moins il y a plusieurs leçons à en tirer, mais celle qui me semble évidente, et comme j'ai dit, pour donner suite au passage de Mathieu Bock-Côté à Tout le monde en parle, c'est qu'en gros, on vient chiffrer cette minorisation grandissante à la vitesse grand V, même, je dirais, des Québécois, non seulement à Montréal, mais dans la couronne montréalaise et même à Québec de plus en plus, et donc tôt ou tard aussi dans le reste du Québec. Là, on y revient toujours. J'avais dit vendredi dernier qu'en fait, on est forcé de parler d'immigration tout le temps, même si on n'en a plus envie aujourd'hui, en grande partie à cause que les seuils d'immigration depuis quelques années sont absolument astronomiques. Et donc, ce rapport-là en question semble pour une fois chiffrer tout ça. Et on se retrouve dans un univers où il faut se poser la question, combien de temps est-ce que ça peut durer exactement? Quelles ont été vos impressions du rapport du commissaire de langue française que je viens de nommer? Ben, un des mots vedettes de l'époque, on pourrait dire que c'est celui de vivre ensemble, n'est-ce pas? Et vous venez de souligner là qu'on ne prend pas encore la pleine mesure des changements démographiques qui ont eu lieu. Pour la simple et bonne raison, je pense, parce qu'on ne vit pas ensemble. C'est-à-dire qu'on le voit, il y a de plus en plus de quartiers qui sont homogènes sur le plan ethnoculturel, mais pas issus de la majorité historique francophone, là. Donc, par exemple, tu sais, des quartiers comme Chomédé à Laval, où il y a moins de 10% de natifs, en fait, ben, le commun des mortels, en fait, la majorité historique francophone n'est pas confrontée à cette réalité-là. Donc, on se ferme un peu les yeux. Et lorsqu'on voit les études du commissaire à la langue française, ben, ça fait pas les nouvelles très très longtemps, là. Ça fait les nouvelles quelque chose comme une demi-journée et on passe à un autre sujet. Mais je veux dire, le fédéral et le provincial est coupable aussi, là, euh, a changé la démographie d'un pays sans que ce soit discuté sur le plan démocratique. Et moi, c'est ça que je trouve profondément inquiétant, c'est-à-dire des changements aussi importants sans la moindre discussion, sans le moindre débat, alors que manifestement, il y a des désaccords, manifestement, il y a des malaises, mais on met ça en dessous du tapis, tout est beau, on continue l'immigration comme si de rien n'était. Donc, il y a vraiment un déni de démocratie, à mon sens, et on va le ressentir de plus en plus dans les prochaines années. Ben, je vous pose la question, vu qu'un déni de démocratie et que tout ça a été fait sans consentement ou même sans consultation du peuple, devrait-il y avoir un référendum sur la question de l'immigration au Québec et peut-être même au Canada, en fait? Absolument, ça me semble assez fondamental. La CAQ l'avait déjà évoqué. J'ai pas l'impression qu'ils vont aller de l'avant avec cette idée-là, mais ils devraient. À un certain moment, je veux dire, puis justement, ça revient à ce que Mathieu Bock-Côté disait à Tout le monde en parle, que la démocratie a été prise en otage en quelque sorte, et ben, il faut reconnaître que c'est le cas. C'est-à-dire que c'est des changements profonds là, qui affectent l'économie, qui affectent la culture, la langue, et je le répète, ça n'a pas été discuté. Et si on regarde les sondages, on le sait, là, il y a des sondages d'opinion sur ça, et c'est même rendu une majorité de Canadiens, donc pas seulement Québécois, de Canadiens, qui disent qu'il y a trop d'immigrants. Donc manifestement, là, faut, 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 il faut que des politiciens prennent la balle au bon et fassent de la politique sur cet enjeu-là. Parce que moi, ça me fait rire d'ailleurs. Souvent, on entend, ah, il faut pas politiser la question de l'immigration. Ben, au contraire, il faut la politiser. C'est comme ça qu'on règle des dossiers. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on progresse sur le plan de la société. Donc, je vois pas l'idée pourquoi il serait mal de ne pas politiser la question de l'immigration. Ça me semble assez fondamental de la politiser, justement, là. Ben, j'irais même jusqu'à dire que de ne pas politiser la question est une façon de la politiser à l'extrême, dans le sens où on est en train de nous dire c'est pas de vos affaires, restez chez vous, parlez-en pas et laissez-nous finir le travail là, d'une certaine élite là, qui, bon, je veux pas non plus aller
dans les mots trop forts, comme on dit, mais on pourrait parler d'une certaine trahison des élites. Là. Il y a personne ou à peu près qui a voulu ça. Je dis pas que les Canadiens ou les Québécois n'ont pas voulu une certaine immigration. Au contraire, je pense qu'on était assez accueillants, sans être parfait, bien sûr, au fil des décennies, voire des derniers siècles. Mais de toute évidence, il n'y a jamais personne qui a voulu les seuils, ou à peu près une très petite minorité, a voulu des seuils d'immigration aussi élevés que maintenant. Et en fait, j'irais même jusqu'à dire qu'on ne peut pas comprendre toute la politique occidentale en ce moment, que ce soit aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, au Canada, bien sûr, et au Québec, ajouter l'Italie et l'Allemagne, si vous voulez, à tout ça, sans comprendre l'impact des politiques migratoires. On voit ce qui se passe. Bon, comment comprendre la montée de Trump sans comprendre le ressac envers les politiques d'immigration massive américaines des dernières décennies? Comment comprendre la montée du Rassemblement national en France pour la même question? Comment comprendre la montée en ce moment du Reform Party si ce n'est qu'un rejet des élites basé presque essentiellement sur la question immigratoire? Je crois qu'en ce moment, il n'y a que ça. Toutes les autres politiques publiques découlent des politiques d'immigration en Occident. C'est à tel point celle-ci est devenue axiomatique et en fait, on nous dit, ben, il n'y a pas de débat à avoir, n'en parlez pas. Donc, quand on nous dit de ne pas politiser la question, je crois que c'est exactement l'inverse qu'on fait, c'est qu'on la politise à l'extrême. Oui, absolument, absolument. Et ça crée justement beaucoup de ressentiment. Tu sais, souvent on parle de populisme. On parle, tu sais, justement, l'idée que, OK, l'élite ne m'écoute pas, l'élite me méprise. Est-ce qu'il y a quelque chose de caricatural dans ces positions-là? Un peu, probablement, mais il y a quand même un sentiment bien réel, fondé, je pense. Après ça, est-ce qu'il s'exprime toujours de la bonne manière? Probablement pas. Mais ça fait partie, je veux dire, ça fait partie des aléas de la vie publique, la vie politique. Donc, je pense que les partis bien implantés, qui ont de bonnes assises, si on veut, ben, gagnaient justement à tendre l'oreille. Au Québec, on le fait. La CAQ a tendu l'oreille à ce discours-là. Est-ce qu'il a appliqué, par contre, est-ce qu'il a rempli ses promesses en matière d'immigration? On n'a pas l'impression. Là, ils ont annoncé une légère baisse de l'immigration qui va rester à voir d'ailleurs, là. Mais c'est ça, une demi-mesure en quelque sorte. Passons au prochain sujet. Le PQ a retenu l'attention lors du week-end dernier. Le PQ a tenu son conseil national et en a profité pour déclarer que le Québec, probablement, obtiendrait sa propre monnaie 10 ans après la victoire d'un référendum, ou du moins 10 ans après la déclaration d'indépendance, après avoir maintenu le dollar canadien. David Santorosa, quel est l'objectif d'une telle annonce par le Parti québécois? J'ai l'impression qu'on essaie de préparer le terrain, évidemment, à un potentiel référendum, mais c'est aussi de régler toutes les questions avant le référendum. Donc, pour pas qu'il y ait de nouveaux sujets, en quelque sorte, lors d'une élection, lors d'un référendum, évidemment. Donc, qu'il n'y ait pas de surprise, hein. On se rappellera, c'était quoi? C'était 2013 ou 2014? 2014, je me trompe pas, lors de que Pauline Marois tentait de se faire réélire pour un gouvernement majoritaire. Elle n'avait absolument aucune réponse à la moindre question concernant le Québec pays. Donc, même si le PQ était au pouvoir depuis 18 mois, il n'était absolument pas prêt à faire un référendum, il n'était absolument pas prêt à faire un pays. Donc là, on essaie un peu de dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire comme pays et surtout, quelles vont être les réponses qu'on va offrir aux journalistes et évidemment à la population générale. Donc, évidemment, là, et ça d'ailleurs, c'est vraiment un débat d'experts, la question de la monnaie. Là. Il y a des économistes qui disent que c'est une très bonne chose, il y en a d'autres qui disent que c'est pas une bonne chose. Ce que je remarque par contre, c'est que très rapidement, c'est une idée qui a été ringardisée. Hein, l'idée comme quoi, ben voyons donc, le Québec pourrait avoir une monnaie. Donc, il y a quelque chose de vraiment inconcevable, alors qu'il y a des petites économies qui ont une monnaie à eux, là. Mais vraiment, on voit à nouveau, je pense, le regard du colonisé, comme quoi le Québec n'est pas une société normale et ne peut pas avoir sa propre monnaie. Il est trop petit pour avoir une monnaie. Il est pas assez sérieux pour avoir une monnaie. Donc ça, au-delà du débat, là, c'est une position que je déplore globalement, là, parce que j'ai pas l'impression que à force de se regarder comme ça, on peut grandir en tant que peuple. Et je dirais même que c'est une forme de provincialisation des esprits ici. Là. Les Québécois sont en train de dire que le Québec n'est qu'une province, c'est tout ce qui est régalien, donc notamment la monnaie et les relations internationales, la défense. C'est trop compliqué pour nous, donc
faudrait pas en parler, faudrait surtout pas qu'on nous donne la responsabilité de s'en occuper, là, de faire ça. Et la question se pose, rendu à ce point, là, quand le Québec commence à parler, le Parti québécois, pardon, commence à parler d'une monnaie québécoise, donc on se projette dans un avenir post-référendum gagnant. Est-ce qu'on peut maintenant éviter, admettons, un troisième référendum si le Parti québécois devait l'emporter en 2026 lors des générales et former un gouvernement majoritaire? Est-ce que rendu là, on est obligé à peu près là, d'avoir un référendum, dans le sens que Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois ne peuvent plus reculer maintenant? Ah, et je pense que ça va être largement avant 2030. On le sait, plus un gouvernement est longtemps au pouvoir, moins il sera apprécié, hein. C'est comme une espèce de règle immuable en politique, sauf peut-être pour le Parti libéral, mais ça, c'est une autre question. Blague à part, c'est ça, c'est-à-dire que on est toujours pris en tant que gouvernement dans des négociations syndicales, des conventions collectives. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours une forme d'insatisfaction qui se crée. Donc, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus proche de 2026. Peut-être pas 2026. En fait, ça sera pas en 2026 parce que c'est octobre 2026, mais ça va être plus proche de 2027-2028 que 2029-2030. J'en suis pas mal convaincu. Parce que justement, il faut éviter que cette question-là si importante du Québec pays soit teintée par des débats administratifs qui relèvent de la gestion, si on veut, normale d'un gouvernement, là. Donc, je pense que le PQ va aller relativement rapidement, probablement 2028, j'ai l'impression, là, avec son référendum, là. La question qui revient souvent pour le Parti québécois est la suivante. Doit-il parler de référendum d'un point de vue électoraliste, là, pour ce qui veut dire pour gagner une élection générale, vu est-ce que c'est gagnant dans le sens où est-ce que ça peut lui nuire dans les sondages, dans les intentions de vote, lors des élections générales de 2026, de parler autant de référendum? Ben, je pense que c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui avait dit ce n'est pas gagnant électoralement de mettre l'indépendance de l'avant. Il le fait parce qu'il considère que c'est une question de principe en fait, que pour lui c'est fondamental l'indépendance, donc il va en parler. Mais oui, le fait d'en parler n'amène pas nécessairement plus de votes lors d'une élection générale. Donc, je pense que oui, le PQ doit faire très attention. Là, je veux dire, les fêtes commencent à poindre leur nez. Je pense qu'au retour des fêtes, on est déjà en pré-campagne. Va falloir faire attention à ça, de pas trop parler, je pense, du référendum de l'indépendance. Bon, mais dans tous les cas, je vous dirais, le Parti libéral, c'est lui qui va en parler le plus, j'ai l'impression, parce qu'il va essayer de faire des gains là-dessus en disant le PQ, c'est le parti qui promet l'instabilité, en fait, alors que moi, le Parti libéral, c'est la stabilité. Donc, il va essayer beaucoup de jouer là-dessus. Restez avec nous après la pause. On parle de 30 ans de rencontres en ligne de robots humanoïdes et des tâches ménagères, ainsi que la trahison de Chris d'Entremont. Ça fait maintenant environ 30 ans que les gens se rencontrent en ligne grâce à différentes applications de rencontres. Les recherches démontrent plusieurs changements en ce qui a trait à la formation de relations de couple. Certains disent que ceci mène à une augmentation de l'activité sexuelle prononcée, une activité sexuelle temporaire, là, éphémère, si je peux dire. D'autres disent que ça favorise la formation de couple à long terme. Euh, D'autres disent que les applications de rencontres ont mené à une baisse de la satisfaction globale en ce qui a trait aux engagements à long terme. Donc, on a des résultats dispersés, même contradictoires. La question qui se pose, qui est difficile peut-être pour y trouver une réponse, c'est est-ce que les applications de rencontres ont eu un aspect, disons, une conséquence bénéfique ou négative sur la vie amoureuse des gens, David Santarossa? C'est difficile de comparer. Est-ce qu'il y a de bonnes et de belles histoires? Absolument. Moi, j'en fais partie. Je suis avec ma blonde depuis 8 ans et on s'est rencontrés sur une application de rencontre. Donc, comme quoi, il y a de belles histoires. Après ça, est-ce que j'aurais rencontré, probablement que j'aurais pas rencontré ma blonde, mais j'aurais rencontré une autre personne et que j'aurais été très heureux sans une application? Probablement aussi. Je veux dire, ça s'est fait de tout temps dans l'histoire de l'humanité, là. Donc voilà. Après ça, de porter un regard général là-dessus, moi, je me pose beaucoup de questions sur le regard
que ce type d'application-là permet de porter sur des femmes, justement, donc un peu, justement, un peu à la manière d'un produit comme, comme on le fait à l'épicerie finalement. Ah, ça oui, pas ça. Ah, ça j'aime ça. Ça j'aime moins ça. Donc oui, on parle d'insatisfaction. Je me demande si ça touche encore plus les femmes que les hommes en ce sens. Donc les femmes qui, évidemment, on ne cherche pas à essentialiser non plus, mais on peut quand même déceler une tendance générale que les femmes vont davantage rechercher des relations stables. Est-ce que ce type d'application-là favorise ça? On n'en est pas certain, là. Les hommes, bon, j'ai utilisé un terme populaire un peu, le swipe à droite, donc ils vont toujours approuver les profils presque à 100%. Là, donc les hommes sont peu sélectifs dans ce qui a trait au profil de femmes. Bon, sur Tinder, qui est peut-être l'application la plus connue, mais les autres applications de rencontre. Donc, en gros, leurs chances, leurs probabilités, à leurs yeux, dépend du nombre de profils approuvés pour multiplier potentiellement le nombre de connexions possibles. Mais à l'inverse, les femmes, et là je me rappelle plus des chiffres exacts, mais j'avais lu la chose, ça fait un certain temps, là, 80% ou peut-être même 90% des femmes ne vont sélectionner, non, approuver, liker, comme on dit, à peine 10% des profils masculins. Ça veut dire qu'une ultra sélectivité, si on peut dire, des femmes. Et donc, on se rend compte qu'une immense majorité des hommes qui sont sur ces applications-là, donc 80-90% des hommes, ne se font jamais liker, ne se font jamais approuver leur profil, là, ne se fait jamais approuver. Et donc, on entre dans un monde où les femmes sont ultra sélectives, ce qui est peut-être ce qui a toujours été vrai. Il y a des bonnes raisons à ça, d'ailleurs, du côté féminin. Dans le sens, est-ce que c'est différent? Est-ce qu'une femme va agir différemment dans un bar en termes de sélectivité, d'avoir des critères peut-être un peu plus bas, si on peut dire, qu'ils vont avoir en ligne, parce qu'en ligne, elles ont le choix, et en plus, là, il n'y a personne devant elles, donc elles peuvent simplement approuver les profils qu'elles le veulent dans une très petite, une infime minorité. Peut-être que non, en fait, là, c'est peut-être simplement, on applique tout ce qui a toujours été appliqué dans le monde réel en ligne par la suite. Mais clairement, on crée une certaine frustration chez beaucoup d'hommes là, qui se retrouvent laissés pour compte, si on peut dire. Donc, tout ça, j'ai la difficulté à dire si c'est bon ou mauvais, ou si on entre dans une nouvelle ère de formation de relations humaines qui seront peut-être pas exactement la même chose qu'elles ont été avant, en gros, là, dans le passé, dans l'ancien monde, là, comme vous avez dit un peu plus tôt. Oui, ben, il y a des statistiques aux États-Unis qui montrent que c'est maintenant la majorité des couples qui se forment par des applications. Donc, oui, ça me semble être indéniable. Évidemment, dans l'ancien monde, on va le dire comme ça, les gens se rencontraient. On avait accès à un pool de personnes beaucoup plus petit, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on s'imagine un célibataire qui est à Montréal, par exemple. Ben, en une journée, il peut, je sais pas, voir des milliers de profils potentiellement, là. Donc oui, est-ce que ça dépersonnalise certaines choses, certains rapports? Oui, moi, j'entends des filles autour de moi, justement, que des fois, ils ont peur de rencontrer une personne, pas nécessairement parce qu'ils ont peur pour leur sécurité, quoi que ça peut arriver, mais surtout de dire ben, à quel point il est sérieux, ce gars-là. Évidemment, ça a toujours existé, cette dynamique-là, mais est-ce que elle est encore plus accentuée avec les applications de rencontre? Ça me semble assez évident que oui. Alors que dans le monde d'hier, justement, lorsque tu connais la personne, ben, c'est toujours un peu plus gênant de ne pas lui donner de nouvelles par la suite, là. J'ai l'impression aussi que ça nous fait sortir de nos cercles traditionnels, naturels, donc à une certaine époque, bien sûr, amis d'enfance, amis à l'école secondaire, amis à l'université, les cercles de nos amis, donc des connaissances, des gens qu'on rencontre grâce à nos amis et d'autres connaissances, la communauté aussi, religieuse, des fois, les gens se rencontraient à l'église à une certaine époque, ou dans le quartier, ou même dans la ville ou le village. Et là, maintenant, avec les applications, on n'a plus vraiment de barrière. On peut essentiellement être connecté ou entamer une conversation au minimum avec quelqu'un qui peut être vraiment dans des cercles complètement éloignés des nôtres, dans lesquels il y a à peu près rien qui se recoupe, ou aucun lien direct ou même indirect. Et finalement, on rencontre, ce qui peut être bien ou mauvais, là, des gens d'un peu partout. Et justement, je l'ai discuté à dire, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais, en fait, le fait qu'on sorte autant de nos cercles et que les dynamiques traditionnelles de création de couple maintenant ne semblent peu ou plus s'appliquer? Ben, je pense que ça a des avantages et des inconvénients. Il y avait certaines données qui montraient que ça favorisait
les relations interraciales qu'on appelle, là. Donc, par exemple, un blanc qui va sortir avec une femme noire, par exemple. Donc, parce que justement, dans le monde d'hier, tu n'avais pas nécessairement accès à d'autres groupes que les tiens. Donc, ça, il y a quelque chose de. C'est plus difficile. Donc, ça me semble quelque chose d'important, mais en même temps, il n'y a rien comme développer des relations réelles avec les gens qui t'entourent, avec ton voisin, avec des gens à l'église, avec la personne au magasin que tu croises, au bar. Donc, il y a de vraies relations qui se créent à l'intérieur même de la communauté. Et ça, on le sait, c'est quelque chose qui manque beaucoup à notre époque. Même si on est hyper connecté, la solitude est très élevée. Donc, c'est vraiment le paradoxe qui nous guette. Et ça fait partie de cette dynamique-là, je pense, les applications comme Tinder, là. Passons au prochain sujet, les robots humanoïdes et les tâches ménagères. L'entreprise californienne 1X Technology a annoncé en octobre dernier la mise en vente du Neo Robot, premier robot humanoïde qui essentiellement fera votre ménage à votre place. Celui-ci se vendrait à peu près à 20 000 américains, ce qui est quoi, 27 000, 28 000 canadiens. Celui-ci mesurait 1,65 mètres et pèserait environ 30 kilos. Le robot, comme j'ai dit, promet d'accomplir diverses corvées domestiques, donc plier le linge, faire le ménage, épousseter, arroser les plantes, vous aider à porter les sacs d'épicerie. Selon le Wall Street Journal, cependant, qui a d'ailleurs testé là, le Neo robot, celui-ci sera partiellement contrôlé par un humain à distance, donc un employé de l'entreprise, même si le robot supposément fonctionne grâce à l'intelligence artificielle et au modèle de langage, celui-ci n'est pas entièrement indépendant. Ce qui, bien sûr, là, soulève quelques questions, des inquiétudes même en ce qui a trait à la vie privée. David Santorosa, comment voyez-vous les choses? Ouais, moi j'ai vu ça, on peut le louer pour quelque chose comme 700 dollars canadiens par mois. Et là, tu te dis, est-ce que mes tâches ménagères valent 700 dollars canadiens par mois? Et la réponse, c'est oui. C'est-à-dire que moi, je ferais l'échange très rapidement. Après ça, comme vous le soulignez, c'est la question de la vie privée. Après ça, on pourrait dire, mais messieurs, c'est déjà bousillé, cette vie privée-là. Votre téléphone vous écoute déjà. Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir une discussion avec notre blonde, notre ami, et que finalement, on a une pub directement après sur le même sujet. Donc oui, peut-être que si on a un regard cynique, on pourrait dire, ben, c'est déjà foutu en quelque sorte. Je suis pas sûr que c'est un bon argument, mais quand même, faut prêter l'oreille à un tel discours. Euh, Après ça, il y a une autre réflexion que j'avais qui me semble assez importante. Les tâches ménagères, je pense pas que personne aime ça dans la vie, mais en même temps, est-ce que ça nous fait apprécier davantage nos temps libres? Hein? Est-ce on est toujours dans une quête perpétuelle de confort, mais que finalement, c'est jamais assez? Hein? Comparons notre vie à celle d'un Samuel de Champlain lorsqu'il est arrivé au Québec. Ben, on a le chauffage, on a l'eau courante, on a tout ce qu'on veut, mais est-ce que c'est quand même encore, c'est jamais assez? Donc, est-ce que l'être humain, même lorsqu'il n'aura plus de tâches ménagères, est-ce qu'il sera encore insatisfait? Ben, probablement que oui. Passons au prochain sujet. Chris D'Entremont, député à la Chambre des communes du Canada, anciennement du Parti conservateur et maintenant du Parti libéral, dans la circonscription d'Acadie-Annapolis en Nouvelle-Écosse. Donc, M. D'Entremont a passé d'un parti à l'autre, du Parti conservateur au Parti libéral. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Parti libéral, qui a maintenant besoin de 2 députés supplémentaires, 2 sièges supplémentaires pour former une majorité, aille justement chercher 2 autres députés, ce qui fait qu'ils ont accepté Chris D'Entremont pour cette raison spécifique, en sachant très bien qu'il y en aurait 2 autres là, qui pourraient potentiellement se joindre à eux et pour qu'ils puissent obtenir cette majorité tant convoitée? Ben, c'est ça, à tout le moins, ils vont essayer, ils vont faire des appels, ça, c'est certain. Euh, Moi, ce qui me fâche beaucoup, c'est que ne semble pas y avoir de raison spécifique, hein. Certains ont dit que Chris D'Entremont était fâché, frustré d'avoir pas été élu vice-président de la Chambre. C'est ce que le Parti conservateur dit, du moins. Mais je veux dire, on est à quelques mois des élections précédentes, là. Donc, tu sais, on pourrait s'imaginer, je sais pas, si le Parti conservateur si on veut, avait pas respecté une de leurs promesses, avait vraiment changé d'avis. Et là, on claque la porte, hein. Par exemple, on a un Yuri Chassin qui
sentais qu'avec la CAQ, il allait avoir un vent vers la droite, mais c'est pas arrivé. Ben là, Yuri Chassin s'est dit, ben écoutez, au bout de quelques temps, là, je sens pas qu'on respecte mon mandat. Et là, il y a une forme de, on accepte un tel geste, mais là, ce n'est, et il est devenu- c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais il y a quand même, il y avait quand même une frustration. Là, ça sort de nulle part, donc on sent vraiment qu'il y a une trahison à l'égard des électeurs. Moi, je serais extrêmement frustré si j'avais voté pour Chris D'Entremont et que finalement, il se ramasse au Parti libéral quelques mois après, là. Mais surtout quand on pense que les électeurs n'élisent à peu près jamais un député, mais bien un parti et son chef. Ce qui veut dire que Chris D'Entremont a été élu par l'électorat de sa circonscription essentiellement parce que c'était un conservateur et parce que Pierre Poilievre était son chef et donc lui a à peu près aucune influence sur sa propre victoire, si je peux dire. Rappelons aussi que le système parlementaire britannique a ses forces et ses faiblesses, mais à une certaine époque, là, bien sûr, on pense au 19e siècle, les élections étaient plus locales dans le sens où votre député ou les candidats qui se présentaient dans votre circonscription avaient été nés, avaient vécu toute leur vie dans la circonscription, et donc ceux-ci connaissaient tout le monde, et c'était vraiment une question à savoir qui va représenter la circonscription directement au gouvernement, mais aujourd'hui, avec les moyens de communication de masse, bien sûr, les élections ne se font à peu près qu'au niveau national, ce qui veut dire qu'on voit constamment le parti et son chef de l'avant et les députés ne représentent plus vraiment directement leurs constituants au niveau de la circonscription. Et donc, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'on devrait interdire ce genre de transfert politique ou du moins forcer une élection partielle si jamais un député voulait changer de parti après une élection générale? Ouais, je ne suis pas convaincu que ce soit même possible, mais vous avez raison, c'est une observation très pertinente. C'est-à-dire que nos institutions euh, se développent toujours dans un contexte particulier pour répondre à des besoins particuliers, mais le monde d'aujourd'hui a grandement changé, notamment en lien avec les, les, les- les médias de masse qui peuvent rejoindre justement tout le monde sur le plan national. Donc ça, je pense que ce serait quand même quelque chose à prendre en considération. Et oui, l'idée qu'il faudrait qu'il y ait de nouvelles élections, ça me semble assez important. Après ça, c'est probablement que ça prendrait l'accord des différents partis, ce que je pense pas qu'ils soient prêts à faire. Mais il faudrait dans tous les cas qu'il y ait un prix à payer. Mais à nouveau, je pense pas que la politique canadienne intéresse assez pour qu'il y ait un véritable prix à payer. Un autre élément qui m'a marqué, c'est qu'en gros, tout le monde s'en fout. Dans les médias, ça a passé assez rapidement. Il n'y a pas vraiment eu de débat, ou du moins, je ne suis pas au courant, je ne l'ai pas vu passer. Et j'ai l'impression que ça importe peu pour l'électeur canadien moyen, peut-être même pour l'univers médiatique et politique moyen qu'on connaît. Dans le sens où, vu que c'est un conservateur qui passe au Parti libéral, ben, tant mieux. Parce qu'à l'époque, on parle encore là, du Parti libéral du Canada comme étant le parti au gouvernement naturel. En anglais, on disait à l'époque le Natural Governing Party, donc le parti de gouvernance naturelle. Et donc, vu que c'est les libéraux qui en bénéficient, ben, c'est bon, il n'y a pas de problème. En fait, tant mieux. On veut surtout pas en entendre parler. Puis, en autant que les libéraux sont au pouvoir, tout coule, là, tout baigne. Non, je pense que c'est assez juste. Hein. Donc, le Parti libéral est en quelque sorte toujours invincible. Hein. Faut-il se rappeler qu'il y a un an, là, le Parti libéral, c'était un parti qu'on croyait, ben, peut-être pas mort, là, mais du moins mort pour la prochaine élection. Et il y a eu un vent de changement absolument incroyable avec Mark Carney, alors que c'est grosso modo la même équipe derrière lui que Justin Trudeau. Bon, il y a eu certains changements, mais je veux dire, il y a pas eu de coup démocratique, là. Il n'y a pas eu de coup dans l'urne, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment un parti qui est souvent au pouvoir. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. On se dit, oh, au fédéral, il y a deux partis, le Parti libéral, le Parti conservateur. Eh bien, retournez même jusque depuis le début du Parti du Canada, là, et le Parti libéral est de loin le parti le plus souvent au pouvoir. Justement, on a l'impression que c'est le parti naturellement au pouvoir. Ben, je pense qu'on a, du moins sur le plan descriptif, là, on a raison de le dire, là. David Santosa, essayiste et enseignant à la TELUC et auteur du livre La pensée woke, analyse critique d'une idéologie et co-créateur du balado Magnum Opus qu'on peut trouver sur YouTube. Donc, David Santosa, un grand merci. Merci à vous. À tous ceux qui nous écoutent, merci également à la technique Daniel Fortin, ici Philippe Labrec et je vous invite à rester sur les ondes de Radio VM.